Nous avons notre maître spirituel, je dirais, Ronan. Si peu. Bonsoir. Donc c'est Ronan, ici ce soir, qui se prête à l'émission paranormale, comme d'hab, quoi. Ça y est, on a repris le fil. On va essayer de faire ça bien. Tant que bien, et moins de mal. Puisque c'est vrai qu'on est dans le domaine de l'étrange, mais c'est pas porté sur le mal, attention. Il faut prendre ça vraiment pour sur une méthode d'information, de bonne information, puisque à la fin de l'émission, si vous voulez plus de renseignements, puisque c'est vrai qu'on va pas énumérer toutes les différentes revues et tous les différents témoignages qu'on a extraits des revues, donc vous pourrez nous appeler par la suite pour nous demander des informations vis-à-vis de tous les documents. Je tiens à signaler que nous ne sommes pas des spécialistes en la matière, nous sommes surtout comme vous, aux aguets. Ronan, quand même, je vais répéter un peu ce que je dis. Bon, vous avez suivi les émissions, j'ai été faire un tour chez lui, c'est affolant. C'est affolant, vous rentrez dans sa chambre, en fait, c'est l'univers du paranormal. Oh, c'est un peu le bordel, en fait. Non, ouais. Je suis qu'un amateur averti, éclairé, et je conserve tout ce qui m'intéresse. Ah ouais, pour un conservateur, c'est un grand conservateur, hein, parce qu'en fait... et en plus, il parle de bordel, bien naïf, le gars, quand même, hein, puisque on rentre dans sa chambre, c'est vrai, c'est très bien répertorié, quoi. On rentre dedans, on voit tout, hein, et si on a envie de quelque chose, on a juste qu'à porter l'œil et on voit le titre qui nous intéresse et on y va. Et on plonge dedans. C'est pas le Pentagone, mais presque. Ouais, voilà. Un de ces quatre, il va avoir la CIA qui va se monter chez lui, perquise. Non. Ah oui, il faut bien plaisanter, hein, ma foi. Donc voilà, le programme ce soir, on va débuter. Je tiens à rappeler tout de même aux auditeurs, auditrices qui veulent intervenir, apporter des témoignages ou participer à l'émission et poser des questions, il n'y a pas de problème. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 02 98 45 02 64. On va commencer tout de suite avec Angèle. Oui. Hein, Angèle? Oui, tout à fait, je suis disponible. Je suis encore là. D'accord. Oui, bien sûr. Donc, en rentrant dans les phénomènes paranormaux, ce soir, nous allons parler peut-être de chocs émotionnels qui ont amené dans un état qui touche l'autre monde. Oui, comme on dit souvent, c'est un état second. Donc moi je peux témoigner, et vous avez sûrement entendu parler du tunnel, du fameux tunnel. Moi je peux vous certifier que je l'ai passé. D'accord. Donc je vais vous éclairer là-dessus, simplement, avec mes mots à moi. J'avais 7 ans. J'ai été déclarée mourante. J'avais chose très étrange, j'avais une diphtérie nasale, ce qui est très rare. La diphtérie, le croup, en général se déclare dans les voies de la gorge, de tout ce qui est respiratoire. Et moi, forcément, phénomène, comme on le disait si bien, je n'avais qu'un petit bouton dans le nez simplement. Et les médecins ont cherché d'où venait mon mal, car j'ai été très longtemps avec plus de 40. Je dépérissais, je me 42 fièvres. 42 fièvres, oui, exactement. Et arrivé à la limite du possible, forcément, ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Donc, ils m'ont déclarée mourante. Ils m'ont dit, bon, on ne sait plus quoi faire pour elle. De toute façon, elle est en train de mourir. Et là, il y a eu un simple interne, un jeune interne, qui a découvert effectivement ce petit bouton. Et on m'a sauvée grâce à lui. Mais entre-temps, j'ai été entre la vie et la mort. Et en étant entre la vie et la mort, j'ai passé ce fameux tunnel. Donc j'ai été aspirée, j'ai eu mon corps qui a été aspiré dans un tunnel de lumière. Je vous dis simplement que je n'avais que 7 ans. Et je m'en souviens encore maintenant. Et en étant aspirée dans ce tunnel de lumière, ça a débouché sur, je sais pas, on l'appelle peut-être paradis, je n'en sais rien. Moi encore, aujourd'hui, je me pose la question. J'avais l'impression qu'il y avait des milliers de couleurs qui n'existent pas sur la Terre. Je ne peux pas vous donner la définition. Les mots qui existent maintenant ne pourraient pas vous la donner. J'avais l'impression que tout le monde m'attendait. Il y avait énormément de monde, de présence, mais pas à l'état corporel.
C'était des présences qui n'étaient pas visuelles, mais je les sentais simplement. C'était, je pense, l'essence. Et chose étrange encore, il y avait un grand pont blanc. Et là, au bout de ce pont, il y avait ma grand-mère, ma petite sœur et mon père. Et il m'attendait, il me souriait. Et là, il y a une voix simplement qui m'a interpellée en me disant « Non, ce n'est pas le moment, il faut que tu reviennes, mais quand le jour arrivera, ils seront là pour t'accueillir. » Et longtemps après, maintenant, je peux vous assurer que dans la tombe, il y a ma sœur, ma grand-mère et mon père. Et à l'état des faits, il n'y avait que ma sœur qui était morte. Et après, il y a eu ma grand-mère et mon père. Et en 1997, il y a toujours que ces 3 personnes dans la tombe. Et je n'avais que 7 ans. 7 Donc, ans. depuis, je peux vous assurer aussi que je n'ai pas peur de la mort. Je sais qu'il y a autre chose derrière. Et si je peux apporter des éléments, il y avait des couleurs indescriptibles. Il y avait des couleurs. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler des parfums aussi. Il y avait des parfums, c'était enivrant, c'était merveilleux. Je me sentais en paix, en sécurité. Je savais que là, rien ne pouvait m'arriver. Seulement, ce que je peux vous certifier aussi, c'est que quand je suis revenue dans mon corps, je souffrais terriblement. Et j'y ai pensé, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais bien là-bas? Pourquoi je suis revenue? C'est ce que disent la plupart des gens qui ont vécu ça. Eh oui, c'est vrai. Et il dit, enfin, tu as entendu aussi des sons, des chants mélodieux que tu ne peux pas, que tu n'as pas entendu sur Terre. Le chant, je m'en souviens pas. Je me souviens beaucoup, c'est de voir ces 3 personnages déjà. Des couleurs qui m'ont... Bon, je n'avais que 7 ans, j'avais peut-être aussi la réflexion d'un enfant de 7 ans. Des couleurs qui étaient extraordinaires et des parfums. Ces parfums-là, moi, je ne les ai jamais sentis sur la terre. Et aussi, de savoir qu'il y avait des milliers de gens autour de moi, je les sentais, mais je ne les voyais pas. Et je savais qu'ils étaient là pour m'accueillir, que je me sente bien, que je n'ai pas peur. Et c'est vrai, je me sentais... très bien, j'avais aussi l'impression que mon corps n'existait plus. Mais j'étais merveilleusement bien. C'était un peu comme si tu étais comme du coton. Ah oui, tout à fait. J'étais d'une légèreté, je volais. Le corps n'existait plus, je n'avais plus mal dans mon corps. J'étais bien. Est-ce que tu t'es vu, puisqu'il parle de ça, de l'étape où ils vont arriver justement à accéder à ce tunnel. Est-ce que tu t'es vu survolant ton corps à l'intérieur de la chambre où tu étais? Non, je me suis sentie aspirée. Aspirée par le tunnel de lumière. Parce que la plupart du temps, les gens qui apportent un témoignage et qui aboutissent justement à ce tunnel, ils disent souvent qu'il y a une forme de lévitation et qu'ils voient leur corps au-dessus. Donc ils survolent, ils surplombent leur corps et ils voient l'ensemble de la pièce. Voilà. Non, moi j'étais en lévitation, c'est sûr, parce que mon corps, je l'ai senti partir. Hein. Seulement que je me suis pas vue survoler la pièce. Moi, je suis partie directement, j'ai senti mon corps, comme si mon corps mort restait là, et moi je partais. On va parler en fait de corps spirituel, voilà. Puisqu'il faut bien définir que c'est pas le corps vivant, enfin voilà. le corps vivant, le corps humain. Qui était de chair et d'os, restait là, et il ne servait plus à rien. Si tu veux, c'est comme si j'avais une autre enveloppe et je m'en voulais. D'accord. C'est impressionnant tout de même. Impressionnant, non, parce que moi, tu sais, après un événement pareil, moi j'ai complètement oublié dans mon esprit d'enfant. Moi, je luttais après pour survivre. Et je n'en ai jamais parlé. Ça me paraissait tellement évident que les autres vivent la même chose, que pourquoi en parler après tout. Par contre, après des années, j'ai entendu parler de ce fameux tunnel de lumière et des définitions qu'on donnait. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi aussi, je l'ai vécu. Tôt ou tard, les gens quand ils prennent de l'âge, ils en parlent plus facilement parce qu'ils voient dans la presse où ils entendent par les médias que ils ne sont pas les seuls à avoir vécu ça. Et là, moi, je crois que tu as vécu un truc plus loin que certains, parce que la plupart des gens qui sont sur la table d'opération,
il voit le dédoublement du corps, il passe à travers les murs, il rentre dans ce tunnel, et une fois arrivé au bout du tunnel, tu as une lumière étincelante, et généralement ils entendent une voix qui dit bon, ton heure n'est pas venue, et ça s'arrête là, quoi. Mais toi, tu as été plus loin que ça. J'étais plus loin que ça. Et j'ai vu les témoignages où justement il parlait aussi de ce pont. Oui, ce pont. Par contre, j'ai pas pu le traverser, car la voix m'a rappelé. Il m'a dit non, c'est pas le moment, c'est pas ton heure encore, mais quand le jour viendra, ils seront là pour t'accueillir. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et j'avais que 7 ans, mais je m'en souviens encore maintenant. Ouais. Églantine, je crois que tu voulais poser une question. Oui, moi j'ai une question parce que bon, plus loin du micro, puisqu'apparemment ça. Ouais. Ok. Moi aussi, je suis venue pour témoigner parce que j'ai vu aussi des faits assez bizarres parce que j'ai tenté l'expérience de l'auto-écriture. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'est quand tu as vécu cette expérience, où te trouvais-tu dans la salle d'opération? J'étais dans ma chambre. Hein. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai une discussion par rapport à ce fameux tunnel dernièrement. Enfin non, il y a assez longtemps avec une personne qui est rationnelle et qui avait voulu essayer de chercher à comprendre un peu ce phénomène et qui se disait à la limite les gens qui vivent cette expérience, bon, ils sont dans un état, bon, ils sont pas bien, à la limite ils peuvent vivre quelque chose, mais est-ce que ce serait pas non plus les lumières qu'on voit, les lumières de la table d'opération qui donnent cette impression de tunnel et justement par rapport à cette question, est-ce que tu dis pas que ça peut être à la limite des lumières que tu as vues au-dessus de toi tu parles attendez, excusez-moi. En fait, tu parles d'un état de délirium. Que ce soit une dérision. Des médicaments, tout ça pourrait amener à un état. Voilà. Non, je vais te donner la réponse. La réponse est déjà claire et nette. Et comment expliquerais-tu que j'ai pu voir mon père et ma grand-mère qui n'étaient pas décédés à cette époque-là déjà? Il n'y avait que ma sœur. Alors j'ai envie de dire, et pour là-dedans, moi je suis, je ne sais pas, je n'ai pas. Mais est-ce que ce serait pas non plus ça ferait pas partie non plus du délire entre guillemets? Ce que j'appelle délire, c'est en fait cet événement. Est-ce que ça ferait pas partie de l'événement? Et puis. Je vais te donner encore une autre indication. C'est que quand ma grand-mère est décédée longtemps après, elle était exactement habillée comme moi je l'ai vue. Et mon père était exactement pareil. Donc, intéressant. Ouais. Voilà. Donc vous avez les réponses. C'était impossible. Et ma sœur, quand elle était décédée, elle était en robe d'organdie bleue et blanche. Elle était exactement comme ça. Et quand ma sœur est décédée, j'étais petite, je n'avais que 2 ans. Là, tu viens de m'apporter un fait intéressant parce que c'est vrai que je pose ma question tout en essayant un petit peu de contredire ce que tu dis, mais je peux te donner la preuve parce que moi j'ai vécu après la mort de ma grand-mère et de mon père, donc je peux te certifier que mon père et ma grand-mère étaient exactement habillés de la même façon. Mais ce fait est intéressant, tout à fait. Donc à 7 ans, c'était impossible que je délire comme ça. Ouais. Ça paraît plutôt étonnant, hein, de voir aussi bien mon grand-père, ma grand-mère et mon père, et de les voir habillés comme ça, parce qu'à 7 ans, je pense pas que j'allais déjà projeter la mort des gens que j'adorais. D'accord. Oui. On parlera encore d'une autre chose qui t'est arrivée et plus récemment en fait. Oui. Si tu peux nous en parler. Et ça s'est passé non loin d'ici en fait. C'était aux Trois Curés, il me semble. Oui. Il y a eu des événements dans ma vie. Bon ça n'a pas été un bouleversement dans ma vie parce que comme j'étais jeune, je me suis jamais posé trop la question. Mais je veux dire que il y a quand même un fait qui est resté, c'est que après, je n'ai jamais eu peur de la mort. D'accord. Ça, c'est resté. Hein. Suite à la première expérience. Alors, la deuxième expérience, d'abord, je vais vous dire que ça m'a bouleversée. Ça m'a interpellée. J'ai eu une remise en question. Ça m'a apporté beaucoup de joie, d'interrogation. C'est un bouleversement total. Donc maintenant, je vais vous rappeler certains faits. Ça s'est passé le jour de la fête des pères. Et ça s'est passé aux Trois Curés. C'est quand même symbolique quelque part. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup de jeux. C'était la première fois que j'y allais. Cet événement s'est passé il y a maintenant 3 ans.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ça, moi je veux bien, s'il peut me donner des réponses. Oui, donc moi, si les auditeurs auditrices sont parce que moi, je suis toujours soit en état d'interrogation. Voilà, soit spécialistes en la matière ou scientifiques ou vraiment touchent le domaine de l'étrange et peut apporter des éléments. Voilà, des éléments qui pourraient apporter des réponses. Et donc ils peuvent téléphoner, je rappelle le numéro 02 98 45 02 64 et vous pouvez intervenir dès que vous voulez. Donc je suis partie aux Trois Curés et forcément, comme je suis restée un peu enfant, il faut le reconnaître, j'avais envie aussi de m'amuser. Et vous savez qu'aux Trois Curés, pour les gens qui connaissent, il y a des trampolines, des trampolinos. Et forcément, j'ai voulu essayer. Donc je me suis amusée sur les trampolinos, donc vous enlevez vos chaussures. Et il y a trois, comme ça, il y a trois grillages. Et suite à ça, ça a été rassemblé et vous avez des grandes barres de ferraille qui sont quand même impressionnantes. Et moi, en arrivant là, je dis quand même, c'est bizarre, mais c'est un peu dangereux, je trouve, sans plus. Et voilà que forcément, j'ai expérimenté le trampolino. J'ai tellement bien expérimenté que j'ai vrillé et ma colonne vertébrale, j'ai eu une chute et ma colonne vertébrale a cogné contre les barres. Et au moment de l'impact, mon corps a rebondi et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur atroce et ma colonne vertébrale s'est brisée. Je vous dis bien, c'est brisé. J'ai senti un liquide se répandre dans tout le bas de mon dos et j'ai été là, oui, j'ai vu mon corps en bas et je me suis vue paralysée. Les gens m'étaient paralysés. Et j'ai eu une réflexion, je me suis dit, c'est pas possible, tu vas pas rester là comme ça, tu as trop de choses à faire, tu vivras pas comme ça. Et moi, ça m'a paru long. Et en définitive, je pense que ça a été en fraction seconde. Et mon corps était en lévitation. Donc, le temps s'est figé. Et chose extraordinaire, j'ai senti quelque chose dans mon dos. C'est quelque chose d'immense qui me paraissait blanc, je sais pas. Je suis sûre que si on peut donner un sexe, je pense que c'est un homme qui est très puissant, qui a une très grande puissance, qui a une chaleur et qui a une douceur extrême. Et cette main, j'ai eu l'impression que c'était une main qui rentrait dans ma colonne vertébrale. C'est une main, j'ai eu l'impression qu'elle a été entre la peau et ma colonne vertébrale, et elle m'a remise ma colonne vertébrale en place, et j'ai senti. Et à ce moment-là, le temps est revenu à la normale, et je suis retombée sur le sol, mais attention, pas n'importe comment, à plat. Comme si on voulait que je consolide ma colonne vertébrale, et je me suis remise debout. Et quand je me suis remise debout, les gens sont venus, se sont précipités, m'ont demandé comment ça se faisait que je marchais. On m'a demandé, mais vous marchez? Je dis oui. Vous n'avez rien? Je dis non. Et à ce moment-là, j'avais une douleur en bas de ma colonne vertébrale. Quand j'ai mis ma main dans mon dos, je vous certifie que j'avais un trou. Et quand mon mari, qui était là à ce moment-là, a vu la scène, lui, il a cru que je serais restée paralysée. Hein. Il a vu l'accident. Et quand il m'a demandé, j'ai dit, écoute chérie, tu me croiras pas. J'ai brisé ma colonne vertébrale et je me la suis remise en place toute seule. Parce que je me suis protégée tout de suite, je me suis dit, on ne me croira jamais si je raconte ce qui m'est arrivé. Par la suite, les gens qui ont été témoins de la scène m'ont suivi sur les autres jeux en me demandant, c'est pas possible que vous marchiez. Je dis si. J'étais blême, attention, j'étais livide comme quelqu'un qui avait bien eu une fracture. Hein. Ouais, je n'avais plus de couleur. C'est le cas quand on se casse un os, on est blanc dessus. Voilà, je n'avais absolument plus de couleur. Et mon mari me demandait, c'est pas possible, tu as pas mal ni rien? Je dis non, je sens pratiquement rien, une petite douleur, seulement j'avais un trou à l'endroit où j'ai eu la fracture. Et comme on discutait auparavant, je pense que sur Terre, tu as une mission à remplir, laquelle tu ne sais peut-être pas encore, mais pour moi, tu as certainement quelque chose à remplir ici. Je ne sais pas, parce que suite à ça... Excuse-moi, je vais intervenir. C'est vrai qu'on m'a interpellé et on se pose quand même la question. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu as été voir des médecins ou tu aurais été voir, je sais pas, faire des radios? Il y a un phénomène encore étrange. Bon, après on a continué à marcher. C'est vrai que j'avais qu'une petite douleur. Et au moment où j'ai voulu monter dans la voiture, j'ai remis ma main à l'endroit où j'avais mal, que je ressentais une douleur. Je n'avais plus de trou. Je n'en ai pas parlé, mais j'étais bouleversée. Et à un moment donné, j'ai quand même demandé à mon mari, et puis donc on était quand même 5 ce jour-là, je leur ai demandé, mais vous n'avez pas vu le temps se figer? Il m'a dit, le temps se figer, tu veux nous dire quoi par là? Vous m'avez pas vu en lévitation au-dessus de vous, restant bloqué, quoi. Je me dis, mais t'es pas bien, on n'a rien vu de tout ça. Après, je leur ai expliqué.
Et c'est bizarre, j'ai eu besoin d'aller dans une église, moi qui n'y vais jamais. J'ai fait 3 églises, je n'ai rien trouvé, j'ai fait une 4e église, elle était ouverte et on aurait dit qu'elle m'attendait. Il y avait des cierges, il y avait tout ce qu'il fallait, et dans les autres, il n'y avait rien. Et j'ai mis un cierge, moi qui suis athée. Et est-ce toi qui a provoqué cette lévitation, ou est-ce que tu as cru que c'était... Non, je l'ai vécu. Quelqu'un d'autre qui te donnait ce... Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un, c'était clair. Il y avait quelqu'un. C'est quelqu'un qui représente tout l'univers, je suis sûre. Lui donner un nom, lui donner un sexe, lui donner... Je peux pas. Mais je sais qu'il était là, la main, je l'ai bien sentie. Et si un médecin peut me dire les symptômes qu'on a quand on se brise la colonne vertébrale, moi je veux bien. Moi, les symptômes que j'ai eus, c'est une douleur atroce. Normalement, j'aurais dû perdre connaissance, tomber dans le coma. J'ai senti, c'est une douleur, mais insoutenable. Et à ce moment-là, après, j'ai senti un liquide se déverser dans le bas de ma colonne. Donc, je sais pas, mais apparemment, ça a bien l'air d'être une fracture de la colonne vertébrale. Et il est bien évident que moi je suis pas vraiment un professionnel là-dedans, mais il est bien évident que s'il y a eu une cassure au niveau de la colonne vertébrale, c'est des choses quand on touche les vertèbres et tout ça, illico presto, dans la semaine qui suit, il est bien évident qu'il y a état de paraplégie ou paralysie totale, ou c'est vraiment un secteur très très sensible. Donc il est bien évident qu'au bout de 3 ans, si tu n'as pas effectué de tests ou de choses qui se rapportent à la médecine, c'est vraiment quelque chose d'étrange, c'est vrai, puisque il est bien évident que si tu aurais eu un grave problème, tu l'aurais eu tout de suite, quoi, parce que c'est une chose qui ne loupe pas. La colonne vertébrale, Steph, je pense qu'il pourra en parler, des petits problèmes de colonne, ça fait horriblement mal, donc si vraiment tu es tombé brutalement sur le côté et il y a eu une cassure et que les gens ont bien vu, il est bien évident que... Ma colonne vertébrale a plié littéralement, elle a fait on appelle ça un angle à 90 degrés. Quoi. Exactement, parce que les témoins disent bien ma colonne était comme ça. D'accord. Eh ben, on va rester sur le qui-vive et vraiment... Mais attends Fred, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai voulu en parler à des prêtres. C'est vrai, je n'en ai pas rencontré. Par contre, j'ai vu des sœurs. J'en ai parlé pour me rassurer, parce que je me pose encore la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et elles n'ont pas pris ça du tout à la légère. Et elles m'ont dit textuellement que dans la Bible, il y a un phénomène comme ça. Donc, c'est-à-dire que si j'avais été touchée, ils appellent ça être touché de la main de Dieu. Si j'avais été touchée de ça, c'était que c'était pas pour rien. D'accord, donc il y a dans la Bible en fait un passage de la Bible qui dit que un des apôtres sûrement, moi je connais pas la Bible, mais a dû être touché comme ça. D'accord. Voilà. Je pense, à moins que tu voulais poser une question, Églantine. Ouais, moi j'ai une question, je vais continuer, mais c'est pour à contredire en quelque sorte, pour essayer d'apporter des éléments. Mais c'est vrai que je suis interpellée là, mais si en faisant une radio, à la limite, on peut voir, en faisant une radio, on voit, il y a toujours la trace de fracture. Je ne sais pas, je me pose aussi la question. Ce serait intéressant ça serait peut-être intéressant de voir si en effet on voit la trace. Puisque, je pense, dès qu'il y a une fracture, ça se voit tout de suite sur une radio. Je pense. Mais ça reste toute la vie, voilà. Il est vrai que je vais reprendre encore le truc, mais c'est vrai que ça serait intéressant quand même de faire la radio, juste pour simple contrôle. Rien que pour savoir, parce que il est bien évident que si tu as fait un angle à 90 en ayant la colonne rupturée, c'est vraiment un phénomène paranormal, quoi. Et là, il y a pas photo, puisque je vais pas me répéter. En fait, c'est vrai que c'est un endroit hyper sensible. Il est bien évident que dès qu'on a un problème, on a une cassure au niveau de la colonne. C'est ça, quoi. C'est l'effet de paralysie. C'est même mourir. Enfin, je veux dire, c'est la mort. De la taille au pied, au bout des pieds. Mon bassin, je ne pouvais plus le bouger. C'était fini. J'étais paralysée logiquement. C'est clair. Ah, c'est ce qu'on appelle un miracle. Oui, apparemment oui, parce que j'y ai pensé après, je me disais mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais il y a beaucoup de cas comme ça justement où il y a des gens qui aident son prochain, et quand il leur arrive des petits problèmes, généralement ils s'en sortent parce qu'il y a quelque chose qui leur dit non, c'est pas le moment, on a besoin de toi ici. Et généralement il y a des gens comme ça, comme l'abbé Pierre qui aide depuis 54, qui trime pour aider les pauvres, les sans-abri, tout ça. Et ben ce gars-là, il va durer longtemps encore. Il est pas loin, il a plus de 90 ans, ce bonhomme.
Et ce gars-là, il n'aura jamais un accident de voiture parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Qui le protège. Parce qu'en fait, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire mieux que lui ou le remplacer. Oui, je crois qu'on a tous un destin, on a tous une destinée. On a tous une mission à remplir. Mais un certain temps à exécuter sur Terre. Et une chose aussi étrange, c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question sur mon prénom. Et ça fait pas longtemps que je le sais. Que Angèle, en définitive, c'est un ange. C'est affolant toutes ces coïncidences. On va rester sur le mystère et on va faire un zapping, mais pas un zapping pub, puisqu'on n'a pas d'espace publicitaire. Ça, c'est formidable. C'est sur RLJ 100.8. Voilà, nous sommes de retour dans le domaine de l'étrange. Nous allons continuer donc avec les témoignages aussi vifs, peut-être pas aussi vifs que qu'on vient d'entendre, mais d'autant plus important tout de même. C'est Églantine qui s'est prêtée à l'auto-écriture. Alors c'est vrai qu'elle a assisté à une soirée paranormale et on avait passé différentes étapes pour rentrer en communication avec les esprits. Alors Églantine, bonsoir Églantine. Bonsoir, rebonsoir. Ouais, donc tu vas nous parler de ce que tu as fait. En fait, donc tu as eu l'information de comment rentrer en communication au travers d'un papier et un crayon tout simplement. Voilà. Et d'essayer d'écrire sur feuille blanche des choses. Alors que s'est-il passé puisque c'était la première fois que tu faisais ça? Voilà. Et puis je tiens à dire avant toute chose que je suis quelqu'un qui par rapport à Dieu, je sais peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existait pas, mais je sais pas. Et je crois que ce que je vois et encore maintenant je me dis même si je vois, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que donc j'ai assisté à l'émission, la dernière émission où Ronan parlait de l'auto-écriture, ce que j'avais déjà entendu parler, mais bon, à la limite, je pensais que je savais pas comment on faisait. Et donc là, il nous a expliqué d'une façon très simple, de mettre un stylo, de mettre une feuille, de se concentrer, et puis ça pouvait venir ou pas. Et donc, par curiosité, j'ai testé avec mon esprit rationnel, je tiens à le dire, quoi. Et par curiosité. Et je me suis donc installée à mon bureau. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo. Et très très vite, maman est partie, a fait des traits, a fait une silhouette. J'en suis au bout de quelques jours arrivée à écrire mon prénom, à écrire quelques autres noms. J'en suis donc arrivée à différents. Au début, c'était. Donc en fait, on va expliquer les étapes au fur et à mesure ce qui s'est passé. Donc au début, tu as simplement mis le crayon entre les deux doigts, voilà, donc dans le creux de la main. Entre mon pouce et c'est l'index. Et l'index. Oui, j'ai donc posé le stylo verticalement. Sans le tenir. Sans le tenir, voilà. Tout à fait. Il tenait support, juste par il rapport, était simplement en support. Sur, Maman, et d'ailleurs c'est l'impression que j'ai, reste un support, quoi. Et donc le stylo petit à petit avançait. Et en fait, maintenant, si je peux faire une conclusion très rapide pour même les gens qui nous écoutent et qui doutent, qui se demandent un petit peu à la limite si on raconte pas des bêtises, quoi, parce que c'est vrai que j'étais un peu dans ce camp-là jusqu'à présent. Je me disais, mais tout ça c'est très beau, mais est-ce que ça existe réellement? Ce que je peux dire, je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que c'est, si c'est à la limite un esprit qui est rentré en communication avec moi ou alors si c'est mon subconscient qui a travaillé. Mais ce que j'ai ressenti, et là où j'en suis certaine, c'est une force, c'est réellement une force qui était dans le stylo, qui me guidait, une force qui guidait ma main, qui me disait de stopper, qui recommençait. Ça par contre j'en ai la certitude. En fait, pour résumer, tu n'avais pas le contrôle. Je n'avais pas du tout le contrôle. J'ai l'impression que quelque chose. Tout à fait. Et puis ça partait, c'était très instinct, très prononcé. Et quelque chose, par exemple, qui m'a assez sidéré, c'est le fait que je faisais ça sur une table carrelée. Le stylo, à un moment, est tombé dans la rainure des carreaux et a suivi la rainure et donc a fait un angle droit. Et je tenais le stylo droit, il était simplement appuyé sur ma main. J'avoue que là, j'étais assez troublée. J'ai lâché le stylo. J'ai repris un petit peu mes esprits, j'ai recommencé. Parce que c'est un phénomène vraiment, étant donné que j'arrive pas à adhérer au fait que c'est un esprit qui rentre en contact avec moi. Je suis assez étonnée en voyant ma main immobile, le stylo bouger tout seul. C'est vrai que
C'est surprenant. C'est le domaine de l'étrange. Et comme l'a dit tout à l'heure Angèle, on se remet en question, on remet en question notre rationalité, on se pose, on passe par toute phase d'étonnement, d'émerveillement, de peur, c'est assez il y a beaucoup étrange, de choses quoi. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que depuis cette émission, j'ai remis ma rationalité en cause. Et, donc par rapport à ce que tu as vu comme résultat, on va quand même en parler. Donc j'ai regardé à peu près. Bon, tu nous as fait brièvement montrer ce qui s'est passé. En fait, tu as surtout, parce que il est évident qu'on n'a pas. Bon, Ronan nous le dira après ensuite. Tu n'as pas eu de résultat vraiment, si on peut appeler ça concret, c'est-à-dire que tu n'as pas eu vraiment d'écriture, c'est-à-dire que tu n'as pas eu de messages, de mots, de phrases vraiment bien composées. Donc en fait, comment t'as procédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu sur ta feuille blanche? Qu'est-ce que tu as eu comme est-ce que c'est des dessins? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a eu comme définition? Comment tu as fait avancer les opérations? T'as posé des questions, des oui, des non? Tu peux nous expliquer ça? Bon, et en plus, ce que je tiens à dire, au début, j'ai commencé, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'essayer, sincèrement, mais je rigolais. J'étais en train de discuter, j'ai rigolé, je me suis assise, et donc j'ai senti tout de suite une force descendre. Ma main avait tendance à partir vers le bas de la feuille, et concrètement, donc là, j'ai essayé ça 3-4 fois. La première fois, j'ai eu des traits, puis ça m'a fait une espèce de silhouette, donc la silhouette d'un visage, quoi, une espèce de ce qui est important de signaler tout de même, c'est que j'ai regardé, hein, j'ai vu ce que tu as fait. C'est des formes d'oscillation. Voilà. J'ai recommencé par la suite. Ça a été comme un radiogramme en fait, des petits. Ça partait des grands traits significatifs, puis des petits traits, des petits zigzags. Et ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, donc le premier jour, c'est là où j'ai testé. J'ai vu le stylo faire un angle droit, suivre les rainures de la table. J'ai aussi écrit mon nom par cet intermédiaire. Et par la suite, en fait, les fois suivantes où j'ai recommencé, j'étais obligée de passer à la main gauche. C'est vrai que je suis rentrée en communication très vite avec, entre guillemets, cet esprit. Très vite, je lui ai demandé de s'arrêter. Je lui ai expliqué que je devais changer plusieurs fois de stylo. Il est important de savoir, auditeurs, auditrices, qu'en fait, il faut... quand on se met en condition et qu'on essaye d'apporter justement un résultat à cela, il faut rentrer, donc il faut, je vais dire virtuellement, il faut rentrer en contact avec quelqu'un. Il faut réussir. Ce que j'ai pas fait. Oui, mais tu avais quand même, et tu le dis, c'est que tu parles avec quelqu'un, sans qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Que je ne cherchais pas une personne précise, j'attendais de voir un résultat. Et c'est vrai que dès que j'ai senti le stylo bouger en moi, toute rationnelle que j'étais, enfin le stylo bougeait en moi, qu'est-ce que je raconte, le stylo bougeait contre ma main, tout de suite j'ai communiqué dans ma tête, j'ai par la suite communiqué avec la voix en testant l'expérience avec une personne, mais c'est vrai qu'au début je communiquais par la pensée et donc par la suite c'était oral quoi. Donc voilà, j'ai fait ça oralement et puis j'en suis donc arrivée à trouver ce que petit à petit j'essayais d'établir une communication et ma communication a été faite par les oui, par les non, oui en descendant, le stylo descendait vers le bas de la feuille. Les formes de radiographie, donc c'est voilà, donc les formes d'oscillation c'était un oui par le haut ou un non vers le bas quoi. Mais pendant très longtemps j'ai aussi laissé le stylo divaguer, faire ce qu'il avait envie. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis bon, petit à petit, j'ai senti qu'il fallait beaucoup de concentration que je n'avais pas encore pour écrire. Parce que donc c'était des oscillations. Mais en fait, si moi j'ai pas tellement obtenu de résultats, j'ai pas écrit 4 pages de texte, j'ai ressenti beaucoup de choses en moi. C'est surtout ça qui m'a extrêmement étonnée. Et au bout de quelques jours, mon stylo sautait sur la feuille. Enfin, faisait des petits espaces qui représentaient 2 mm. Donc je sentais ma main se soulever entre chaque mot. Et donc en fait, la grande évolution, ça a été en moi, quoi. Ça a été de ressentir cette force venir sur mon bras et réussir à me guider en essayant de. Et je tiens à dire aussi que je tremblais malgré tout ça, quoi, que j'avais du mal à garder ma la stabilité. Et ça n'empêchait pas quand même de faire de faire que le stylo parte, de faire des grands traits et de partir. D'ailleurs, il sortait de la feuille, quoi. J'ai écrit pas mal de choses sur mon bureau.
Mais malgré tout ça, après toutes ces expériences, je reste à me dire que c'est peut-être quelque part, c'est peut-être mon subconscient, parce que j'ai bien senti cette force. Mais qui sait si c'est pas mon subconscient qui a fait ça, ou alors un esprit. Ou alors quelque chose ailleurs. Voilà. Mais moi, ce que je peux apporter comme fait, c'est que réellement il y a une force. J'ai réellement ressenti une force, et ça, c'est personnel. Chacun le ressent. Enfin, toutes les personnes qui ont testé pourront et qui ont leur expérience là-dessus sauront de quoi je parle. C'est vrai qu'on ressent réellement une force dans le bras qui guide, et même en gardant la main immobile, le stylo qui bouge, quoi, qui va. D'accord. Eh bien, merci Glantine du témoignage. À moins que tu aies quelque chose à apporter en plus. Non, de toute façon, tu peux intervenir à n'importe quel moment au cours de l'émission pour donner ton avis sur certaines choses, ou si tu as quelque chose qui te revient à l'esprit, tu pourras nous en parler. Les auditeurs et auditrices, si vous avez suivi les émissions et que vous avez entendu les modes de pratique, si vous avez essayé de faire quelque chose, si vous êtes arrivé à un résultat ou si vous êtes arrivé à rien du tout, vous pouvez tout à fait nous contacter et nous dire, nous donner les formes de résultats que vous avez eues. Ronan, si tu peux reprendre le micro là, voilà, puisque c'est vrai qu'on manque un peu de matériel, ce n'est point grave. Nous l'avons retrouvé, il est bien là effectivement, comme on l'avait laissé. Donc Ronan, voilà, hein, tu es une personne qui a essayé de rentrer en communication avec les esprits. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon début. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, rien ne permet de prouver que c'est réellement des messages de l'au-delà. Je tiens à le dire. Oui, c'est ça, il faut bien avertir les auditeurs et auditrices. Il y a des gens qui ont perdu une fille, comme Anne-Marie Lyonnais, qui a écrit des bouquins là-dessus, qui parle de sa fille Isabelle, qui s'est manifestée chez elle, qui jouait du piano alors que elle faisait plus partie de ce monde. C'est vrai que moi, quand je vois ça, j'y crois, même si on me dit que ça n'existe pas, j'y croirais quand même. Par contre, ce qu'Églantine a eu, j'ai regardé ses messages, c'est graffiti, c'est un début, hein, il faut continuer. Bon, maintenant, je mets en garde de ne pas le faire dans un état de stress, de fatigue, essayer de le faire à la même heure, pas forcément chaque soir. Et moi aussi j'ai fait des fois parce que j'avais que ça à faire, et c'est vrai que des fois on n'obtient pas toujours ce qu'on veut quand on force le destin, et j'ai eu des visages aussi. Par contre, bon, comme les lettres que je t'ai montrées, hein, Fred, c'est plus précis, quoi. J'ai des noms de famille, des noms de frères et de sœurs, des noms de villes, des noms. Et puis tu as de l'écriture et tu as des messages. Voilà, mais c'est vrai que tu as quand même. Ce que j'explique, c'est que je fais en sorte pour moi et pour les gens qui vont lire ça que ce soit lisible. Alors donc l'écriture est la même, mais en fait moi je n'écris pas comme ça. Et je peux faire en sorte de prendre l'écriture d'un esprit. Mais là, je garantis pas que ce soit lisible. Ce serait plutôt une écriture de docteur. Mais non, il faut. Disons que c'est pas un jeu de société, mais on peut le faire. Hein, c'est pas dangereux. Hein, c'est toujours en mettant en garde d'avoir une bonne lucidité, d'être dans un bon état et de vraiment se prêter à ça. Et il faut faire très attention. Parce qu'on peut interpeller aussi, attention, il faut les mettre quand même en méfiance, puisque c'est un domaine, je vais pas dire que c'est un terrain vierge, puisque il y a quand même, ça a été dit, il y a justement des documents que tu as, Ronan, que j'ai vu, et c'est des documents qui parlent de ça, donc ils savent de quoi ils parlent, ils donnent des témoignages, ils apportent à la limite des preuves, hein, ils amènent, ils montrent le travail qui a été élaboré par différentes personnes. Et bon, c'est vrai qu'il faut mettre bien en garde, parce que dans les différents esprits, on va en revenir un peu à la table, chose populaire. Bon, moi sur ma table, j'ai fait ça à ma sauce. J'ai une croix de dessiner sur la feuille avec oui et non. Je demande à un esprit bienveillant qui vienne, il va directement sur le oui. Ça arrivait que ça allait sur le non, que le verre tournait en rond, mais il ne faisait pas de mots. Pour moi, c'était un esprit malin, un petit farceur. Et bon, le diable, j'y crois pas trop, mais c'est sûr qu'il y a des bons esprits, des mauvais esprits. Et généralement, les gens faibles qui le font pour la déconne, je dirais, pour montrer ça
à des copains qui sont de passage pour s'amuser, pour prouver qu'ils ont un certain don, alors que tout le monde, je dis bien, peut le faire. Ben, ça risque de se retourner contre eux, comme l'histoire que j'avais racontée à la dernière émission. D'accord. Donc les formes de possession, tout ça, il faut faire très 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 attention. Disons qu'avec l'écriture automatique, hein, on peut, bon, l'esprit peut écrire oui, peut écrire non. Ça prouve pas que c'est réellement quelqu'un qu'on a connu. Hein, bon, moi, le jour où j'ai une preuve, je fonce dans le tas, je continue dans cette branche. Bon, j'ai pas le temps de faire les recherches. Si quelqu'un a le temps, je lui donnerai les documents, il fera les recherches aussi bien par Minitel. Justement, Ronan, je me chargerai ultérieurement de faire cette chose-là, puisque normalement, s'il n'y a pas de problème, on se retrouvera en décembre et on apportera donc tout ce qu'on a mené comme expérience et les recherches, toutes ces recherches-là, pour vraiment concrétiser la chose et d'avoir quelque chose. Là, on parlera de crédibilité. Là, on pourra commencer à s'engager sur des choses qui sont quand même réelles, puisque là, ça va rentrer dans une réalité. J'explique quand même pourquoi on arrivera à une réalité, puisque Ronan s'est apprêté donc à l'auto-écriture et il a des messages quand même assez clairs. Et il a le pédigré des personnes, donc c'est-à-dire le moment de l'accident, les faits sont quand même bien définis, le nom de la personne, le décès dans quelle ville, sa date de naissance. Enfin, c'est vraiment normalement c'est des choses bien précises par rapport à la communication qu'il a établie. Donc par rapport à ça, on va en découler des recherches. Donc c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, puisque c'est sûr que dans les médias on ne sait pas où est-ce qu'il faut se renseigner. Donc moi je vais me charger de ça, donc avec toi Ronan, de pouvoir faire des recherches et d'apporter une crédibilité au texte, puisque si vraiment les personnes, tu vas pas inventer, je veux dire, tu vas pas prendre les pages mortuaires, puisque c'est des personnes qui sont quand même dans les quatre coins de la France et voire dans le monde. Donc sur la France on pourra établir des recherches, mais ensuite pour partir sur s'étendre mondialement, c'est encore autre chose. À moins que le système internet, ça je vais me renseigner, le système internet soit peut-être crédible là-dedans. Donc par rapport à ça, si vraiment les personnes sont décédées au même jour, même heure, enfin vraiment aux mêmes circonstances, et que ce soit vraiment ces personnes-là, ces noms-là, je pense que là on va pouvoir partir sur vraiment des bonnes recherches. Il y a quand même une part de vérité, parce que je dirais à 60% dans les messages que j'ai, je suis sûr que c'est des trucs vrais. Ouais. Mais donc là c'est un apport personnel, donc on va considérer que c'est un avis personnel, parce que on peut vraiment pas s'affirmer aujourd'hui. C'est vrai qu'on va éviter de dire que on dira simplement on peut dire qu'on est sceptique aujourd'hui. On restera sceptique, et par la suite là on parlera de crédibilité. Et là on pourra affirmer les choses et dire vraiment voilà, ces choses-là c'est ça quoi. On a vraiment fait les recherches pour. On peut affirmer aujourd'hui qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment étranges. On en parle aujourd'hui, donc on dit bien qu'on n'est pas de grands spécialistes, mais on se prête à la matière. Disons qu'il vaut mieux conclure sur ce sujet comme ça, parce que je me vois mal, avec les renseignements que j'ai des personnes, aller chez les parents et dire voilà, j'ai eu un message de votre fille ou de votre fils. Je peux vous dire le nom du véhicule qui a fait l'accident, parce que généralement on m'a conseillé de demander plus de renseignements, parce que si on ne demande pas, on n'a que le strict minimum, et donc moi j'ai demandé des renseignements précis, qu'on puisse faire des recherches. Et comme disait Angèle tout à l'heure, j'ai eu des gamins qui ont été renversés devant chez eux, et qui disent dis à maman qu'elle pleure plus le soir, qu'elle soit plus triste. Ici nous sommes vivants, nous sommes heureux, j'ai plein d'amis là-haut. Et ils m'ont dit qu'ils avaient vu leur corps se soulever pendant que les pompiers retiraient leur corps du véhicule ou le ramassaient dans la civière. Ils me disaient mais nous on s'est vu envoler. Ils ont vu le tunnel, ils ont vu la lumière. Et moi je parle. Pour moi, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Je sais qu'ils sont heureux là-haut, qu'ils se font la fête tous les jours, il n'y a pas de problème. Et ils sont même tristes de nous voir comme on est maintenant, parce qu'on pleurer sur leur sort en fait, touchant la famille. Disons qu'ils ne comprennent pas qu'on va sur leur tombe pleurer.
Ils n'aiment pas nous voir aller sur une tombe pleurer. Ils aimeraient qu'on y aille pour changer les fleurs, arranger la tombe, mais surtout pas pour pleurer. Parce qu'eux, ils sont heureux, ils ne comprennent pas pourquoi on pleure. Et là, là, c'est peut-être un effet relationnel, puisque si on prend dans les pays chauds, habituellement, il est vrai qu'ils célèbrent. Ils célèbrent et c'est une vraie fête. Ah oui, oui. Une fête, le décès, c'est une fête. C'est pas, on fait pas un défilé avec un grand cortège et avec des pleurs, des visages qui sont qui affichent la tristesse, quoi. Et eux c'est vraiment c'est du gospel, ils font un grand banquet, en fait ils considèrent que ils rentrent dans un autre monde et ils vont vraiment vivre autre chose. Ils passent dans vraiment dans un étage supérieur. Voilà, et en fait l'état d'esprit dans ce cas-là, si les gens sont heureux pour le décès d'une personne, c'est bien sûr pas le fait que la personne soit morte, mais au moins ils se disent, voilà, elle est morte, elle a rien fait de mal, elle a vécu une vie heureuse, elle a pas créé de mal autour d'elle et elle est morte. Et eux, ils considèrent qu'il y a autre chose après, quoi. Ça, c'est surtout ça. Ils sont c'est vrai qu'au niveau spirituel, ils ont vraiment quelque chose quand même à apporter au monde occidental. Voilà, après une grande plage musicale, histoire de bien détendre l'atmosphère, et d'arriver en clôture à la dernière étape de cette soirée consacrée au paranormal. On va revenir avec toi, Ronan, donc pour parler toujours dans le domaine spirituel et des contacts avec l'au-delà, avec une personne connue, c'est Voltaire. Victor Hugo, tu vois. Je suis bloqué sur Voltaire parce que on parlait d'auto-écriture et tu as eu justement un contact. Donc c'est Victor Hugo. Oui, donc c'était ce grand génie qui était Victor Hugo, fréquentait déjà les grands esprits grâce au spiritisme. Et du haut de son île de Guernesey, parce qu'il a vécu là à la fin de sa vie, il s'est essayé donc à ces techniques de spiritisme. Et donc il les a contactés à l'aide d'une table ronde, d'un guéridon. Et donc l'histoire raconte que cette table venait d'un magasin de jouets qui était sur cette île, à Guernesey. Et donc Victor Hugo essaya, et la première manifestation s'est déroulée donc en 1853. Bon, ça nous rajeunit pas tout ça. Et donc c'est l'esprit de sa fille, Léopoldine, qui avait disparu tragiquement au cours d'une baignade, qui s'exprima la première, et elle lui dit que c'était émouvant de retrouver son père, et elle s'est promis de le recontacter par la suite lors de plusieurs séances. Donc aussi Victor Hugo aussi avait contacté Chateaubriand, qui était Chateaubriand, c'était un écrivain, je crois. Et il était tellement sidéré que quand il a eu cet écrivain, il a dit comme ça, mes os en sont tout remués. Et donc en fait sa fille Léopoldine est revenue une ou deux fois, et elle lui a dit es-tu heureuse? Et non, c'est son père qui lui a posé la question, es-tu heureuse? Elle lui a répondu oui. Où es-tu? Où te trouves-tu? Elle lui répond, je suis dans la lumière. Et que faut-il faire pour aller à toi? Et elle lui a répondu, aimer. En fait, c'est ce qu'il en ressort de tous ces messages que même moi j'ai eu. C'est aimer son prochain, c'est l'amour. Quelqu'un qui a l'esprit néfaste, l'esprit qui chercherait à rentrer en contact avec ces esprits par jeu, a très peu de chances de réussir. Ou alors d'attirer, comme on disait, d'attirer des esprits de bas fond, quoi, de bas étage. Non, c'est-à-dire des esprits mauvais, qui apporteront rien du tout, rien de plus à ce qu'il voulait savoir. Donc il a contacté beaucoup de fois sa fille. Et, en fait, il en ressort que il y a toujours ces mots-clés, quoi, c'est-à-dire lumière infinie. Moi, je me rappelle de deux messages que j'ai, c'est ici nous sommes dans une chaleur apaisante, nous sommes plus malades, la lumière est divine,
les chants sont divins. Et à chaque fois, c'est toujours ces mêmes mots qui ressortent. Et c'est pour ça, moi, je parle en mon nom. Je ne comprends pas qu'on s'en fasse pour eux, quoi. Je pense que si les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, s'ils ont eu qui pratiquent l'écriture automatique ou autre chose, s'ils ont eu des messages, je pense qu'ils ont retrouvé ces mêmes mots dans leurs messages, et puis ils comprennent, eux, ils savent réellement ce que c'est que ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, et que en fait il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour eux. La perte d'un être cher, c'est douloureux, mais il faut pas en faire son deuil toute sa vie, quoi. Il faut pas pleurer constamment sur leur c'est pas un triste sort, loin de là. Églantine, je crois que tu voulais intervenir. Oui, moi j'ai une question, et bon, comme tout à l'heure je suis passée en témoignage, puisque j'ai essayé, j'ai aussi ressenti une force comme ça, un peu inconnue. Je voudrais te demander, Ronan, où est-ce que tu mets, quelle part tu mets pour le subconscient dans tout ça? Est-ce que tu en tiens compte? Est-ce que tu en tiens compte, justement? Pour moi, la part de mon moi intérieur, du subconscient, serait je dirais 50-50. Voilà, et sur certains, attention, parce que sur certains messages, je mettrais que c'est réellement un esprit qui est venu me parler, je mettrais 80%. Certains voient 100%, mais dans un sens, je resterais sur une base de 50%. De mon subconscient, mais c'est quand même, je dis bien que c'est quand même intéressant de savoir ce que son moi intérieur pense, c'est-à-dire parce qu'on emmagasine des choses, on emmagasine des douleurs intérieures qui des fois il y a des gens qui disjonctent, on sait pas pourquoi, et moi je dis que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on pense, mais au fond de nous-mêmes, quoi. Donc en fait, on en revient à ce qu'on disait auparavant, c'est que par le biais de contrôle et de recherche, on arrivera à établir vraiment quelque chose de concret, et de dire si il y a une part, on pourra dissocier en fait les formes d'écriture qui touchent le subconscient et les écritures qui vraiment touchent des esprits, puisqu'il y a des formes d'écriture qui ne peuvent vraiment pas venir de nous-mêmes, puisqu'il est vrai que moi j'ai lu certains de tes travaux, hein, Ronan, et il est vrai qu'il y a des dialectes qui sont extrêmement soutenus, et je pense pas que tu utilises ce langage couramment. Non, moi non plus. Et tu serais pas amusé, je suppose que tu ne serais pas amusé à faire ça juste comme ça, et puis à piocher dans un bouquin pour réécrire ça, quoi. Je pense que ça serait un peu ridicule. Enfin, disons que moi, ça me prend quand même entre 30 et 45 minutes pour écrire une feuille de 35 phrases, et surtout très très tard dans la nuit. Non, c'est pas comme une drogue, mais c'est un besoin. Et est-ce que c'est comme une intuition, il faut que je le fasse? Est-ce qu'il y a une heure précise? J'en sais rien. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un esprit c'est que quelqu'un qui vient de décéder, admettons il y a une semaine, peut se manifester le lendemain auprès de sa famille. Par contre, d'autres disparus mettront plus de temps à communiquer avec les siens. Et particulièrement dans l'état de choc après un deuil, ça crée une réceptivité particulière. Surtout dans les cas d'arrachement où la douleur est vécue comme une amputation d'une part de soi-même, voire une perte d'équilibre suite à la disparition d'un enfant, la perte d'un père ou lors d'un accident imprévisible. Disons que l'être disparu peut se manifester de lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des signes de reconnaissance qui sont captés, et s'ils ne le sont pas encore, il y aura de nouvelles tentatives espacées dans le temps ou par la suite. Et par contre, si le deuil est récent, le dialogue s'opère rarement dans un état de choc, soit parce que la réaction au deuil est trop récente. Par exemple, la mort n'est qu'un mauvais rêve, on refuse cette séparation, soit au contraire parce que dans la douleur extrême, on croit la mort une rupture définitive.
Donc l'écriture automatique ou les autres modes de communication n'est possible que si l'on accepte la séparation corporelle. Donc un temps de silence est plus favorable et nettement recommandé. Par contre, si la mort est inacceptable, la douleur de séparation intolérable, la probabilité d'établir une relation suivie avec le défunt est plus forte. Donc l'enregistrement de la voix ou par l'écriture automatique du disparu est recherché quand on est tenu de faire son deuil de quelqu'un qui a disparu sans laisser de traces, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti pour une croisière, comme la course du Vendée Globe, il y a un qui n'est pas revenu malheureusement, et pour sa femme ça doit être atroce de savoir qu'on lui a fait enfin non, on lui a pas fait un enterrement parce que officiellement il faut attendre. Et disons que le deuil est beaucoup plus dur dans ces cas-là que si vous avez quelqu'un qui est parti en Amazonie enquêter sur les tribus et qui n'est jamais revenu. On peut pas admettre qu'il soit mort. On essaye on se dit mais non, il s'en est sorti. C'était un mec intelligent. Il y a des familles toute leur vie qui n'admettent pas ça. Et là c'est atroce. Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant de chercher à contacter donc son esprit s'il est plus là et de voir ce qu'il en est quoi. Et par contre, un médium sera demandé de préférence pour un deuil ancien ou pour une écoute d'appels et de messages éventuels venus de l'au-delà. Citons l'exemple pour capter la voix d'un ancêtre, hein, d'un grand-père ou d'une grand-mère, le dernier prenant parfois un relais en réveillant un esprit plus proche. C'est-à-dire que moi, j'ai eu par exemple des esprits qui n'avaient rien à voir avec ma famille, qui me parlaient lors de séances d'écriture, et après mon père intervenait. Comment expliquer ça? Il n'avait peut-être pas la force de me répondre de suite, donc il a fait appel à un autre esprit qui m'a contacté et qui lui après, au bout de 3-4 phrases, a pris le relais quoi. Autrement, si vous êtes appelé de l'au-delà, hein, la méthode de contact qui vous est proposée, sinon imposée, c'est à vous de la chercher hein, pour établir le contact. Donc il y a l'écriture, il y a le verre, il y a la table tournante, qui sont des méthodes anciennes dites de spiritisme, et les nouvelles méthodes qu'on appelle transcommunication, qui est du spiritisme à la moderne, qui correspond aux années 90, c'est l'enregistrement des voix avec un magnétophone et un micro, ou avec une caméra vidéo filmée sur un écran de télé. Là, je dois dire, c'est quand même assez balèze. Il faut déjà avoir le matériel, il y a la volonté de le faire. Et c'est pas évident. Moi, je m'y mets à ça et j'ai réussi à avoir quelques personnes qui sont apparues. Donc j'ai pris des photos, j'ai les dates sur les photos, je peux le prouver. Il est important de signaler aux auditeurs et auditrices si les personnes commencent à s'initier, s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de résultat dans l'immédiat. Il faut pas désespérer, il faut continuer. Il faut persévérer. Il faut se dire que nos défunts, ceux qui sont plus parmi nous, ils attendent que ça. Ça fait des siècles qu'ils attendent qu'on les contacte. Hein. Les Romains contactaient leurs morts, les Grecs aussi. C'est pas d'il y a 100 ans qu'on le fait. Et je dirais que je peux vous dire un message d'une fille qui est morte dans un accident de la route qui disait à son père dis-leur que nous sommes vivants. Ça résume la question, c'est-à-dire que c'est à nous de contacter nos morts et il y a des techniques pour ça, il faut s'y faire. Ça vient pas du jour au lendemain, hein, y a des techniques plus faciles que d'autres. Les techniques avec le magnétophone, c'est nettement plus compliqué, c'est plus dur, ça pompe l'énergie, hein, ça fatigue beaucoup plus. La technique des images paranormales, on n'en parle pas trop, mais ça existe aussi. Il y a des gens il y a des chercheurs qui tous les jours bossent là-dessus. Ils ont des voix comme la cassette qu'on avait écoutée l'autre soir. Moi, je peux vous dire que je suis comme Saint Thomas, je crois à ce que je vois. Mais ces voix-là, c'est pas nous qui avons fait en sorte, qui avons fait cette cassette pour l'émission. C'est des voix qui sont réelles, faites par des gens sérieux.
des gens, des scientifiques comme Rémi Chauvin qui croient dur comme fer. D'ailleurs, il y avait Rémi Chauvin, c'est un gars, c'est un gars il est vachement connu dans le milieu. Et un jour, il s'était juré avec son collègue scientifique qui faisait des recherches sur l'élevage de fourmis en laboratoire. Ils étudiaient la vie des fourmis, ils ont fait ça pendant 20 ans. Et ils se sont dit un jour, si l'un de nous deux meurt, j'aimerais bien que tu essayes de me contacter par la suite. Et donc il est venu que quelques années après, donc avec cette nouvelle méthode de contact avec les morts, avec le magnétophone et un micro, il s'est dit pourquoi pas moi. Il a essayé d'entrer en contact avec son collègue qui était plus là depuis 3-4 ans, et il a réussi à entendre sa voix. Et l'expression dont il parlait quand il était vivant, c'était exactement la même. Alors moi, quand un scientifique comme ça dit ça, moi j'y crois. Maintenant, si je vais en parler dans une émission de télé, ça vous pouvez me croire qu'il y aura des oui, il y aura des non. Les noms l'emporteront, parce que moi je peux pas prouver en direct que tiens, Ronan, prends un crayon, une feuille, et puis tu rentres en contact avec Jacques Léventreur, comme ça on va savoir qui était réellement Jacques Léventreur. Hein. J'aurai un esprit qui va venir sans problème, mais ça passera pas à la télé. Je vais passer pour un guignol. Voilà, ils le passeront en dérision, histoire de pas avoir de vérité, quoi. C'est pour ça que tout dépend. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'en parler à la radio que d'en parler dans une émission de télé. Et d'accord. Je pense que là on a bien fait le tour. On va laisser paisiblement en paix les auditeurs et auditrices, et ils vont méditer sur la chose. Je tiens quand même à clôturer à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Je sais pas. Disons que moi j'aimerais bien. S'il y a des gens vraiment qui sont intéressés par ces recherches-là, moi je veux bien leur en faire profiter, hein, donc qui passent par la radio, et puis moi je m'arrangerai après avec eux, et on essaiera pourquoi pas d'établir ensemble des recherches. Ouais, donc, de se montrer nos résultats, d'essayer de comparer. Bien sûr. Et puis on verra, quoi. Puis pourquoi pas, si quelqu'un voudrait essayer d'entrer en contact avec un disparu de sa famille. Si vous n'arrivez pas, à ce moment-là, donnez-moi le nom, le prénom de la personne. J'essaierai de faire ce que je peux. Je garantis pas que ça marche, hein. Comme je disais tout à l'heure, rien ne prouve que c'est vrai, mais pourquoi pas. Mais je pense, Ronan, excuse-moi de te couper. En fait, je pense que par la suite, d'ici le mois de décembre, on aura fait beaucoup de marches. On aura justement concrétisé la chose, et on aura vraiment démystifié, et on aura fait énormément de recherches pour réussir à bien avancer dans la chose. Et si ça se concrétise, je pense que, ne t'inquiète pas, il y aura des fidèles au poste qui viendront te contacter. Je rappelle donc le numéro de téléphone, c'est le 02 98 45 02 64, si vous voulez justement avoir des renseignements avec Ronan, ou rentrer directement en contact avec lui pour pouvoir établir des recherches, ou de montrer les travaux, ou de poser des questions et de voir ça directement avec Ronan. Je vais donc clôturer l'émission en vous signalant tout de même qu'il y a eu un reportage qui a été effectué au Brésil. C'est très 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 impressionnant, puisque il y a quand même 5500 centres spirites au Brésil. C'était, si vous avez suivi le documentaire, il était très copieux. Ils expliquaient bien les faits, et justement, il parlait comme par hasard. C'était en même temps que l'émission. C'était pas la dernière émission, c'était celle d'avant. Ils ont parlé de l'auto-écriture, et ils travaillent en parallèle avec la justice, bien sûr la justice reconnue par l'État. Ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'ils sont carrément impliqués avec l'État, et ils ont fait appel à des médiums pour aboutir à des procès, de réussir à apporter un aboutissement au projet, au procès, pardon. Donc c'est vraiment, là il y a quand même une haute crédibilité, parce que si on met à l'affiche un pays comme le Brésil, avec 5500 centres spirites qui vraiment se penchent sur le problème, vraiment en rentrant dans le sujet, c'est impressionnant, puisque on voit le médium en transe, à faire son auto-écriture,
et apporter justement, là il rentrait en contact, donc j'explique assez rapidement l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a malencontreusement apparemment il avait un revolver à son ceinturon, il a voulu faire un geste, il a retiré le revolver de son ceinturon. Le coup est parti. Malencontreusement il a touché à la détente et il y a eu un crime, donc sa femme a été tuée. Voilà. Elle a été tuée, donc c'était involontaire apparemment par la suite du procès, puisqu'ils n'avaient pas assez d'éléments et de preuves et de témoignages pour aboutir au procès, donc ils ont fait appel à un des plus le plus grand médium du Brésil, et donc il s'appelle donc c'est un nom compliqué. Oui. et disons qu'au procès, donc il a envoyé les rapports d'écriture automatique, et les jurés se sont concertés. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait 7 jurés, et les 7 jurés, d'après les messages, ont tenu compte des messages de sa femme. Puisque c'est sa femme, je tiens à signaler pour que ça soit en continuité avec l'histoire, en fait, sa femme a dit que sa femme qui était décédée est rentrée en communication avec le médium par l'auto-écriture, et qui a apporté les preuves en disant mon mari n'est vraiment il a pas fait exprès, il a pas vraiment porté le coup, il a pas mis le revolver en face de moi et il m'a pas tué. C'est justement l'aboutissement du procès, c'est que malencontreusement il a tiré le revolver du ceinturon et ça a touché la détente. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, et ils ont vraiment tenu compte de l'auto-écriture et ils ont porté tous les 7 au jugement. Ils ont considéré l'auto-écriture en avant, et souvent ils mettent des procès qui n'ont pas de fin et qui n'ont pas assez de preuves et d'éléments pour aboutir au procès. Ils font appel comme ça au médium pour rentrer en communication avec les défunts. Et il y a aussi une partie vers la fin qui montre des opérations sans anesthésie, et ça c'est impressionnant. Alors là, il faut, si vous pouvez vous procurer le document, c'est quand même impressionnant, puisque techniquement, au niveau de l'audiovisuel, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, c'est vraiment un live. Si vous regardez bien, si vous connaissez bien la vidéo, on voit en 3 minutes une opération sans anesthésie avec par exemple un médium qui extrait des tumeurs, des cancers, des polypes, des peaux au niveau de l'œil, des choses, c'est invraisemblable. Donc c'est vrai que si vous pouvez voir ce film, ce documentaire. La tumeur là, tu sais, qu'il a enlevé du sein de la bonne femme, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait les journalistes, il y avait 2-3 caméras, tout juste, ils filmaient pas le sein en gros plan avec l'incision, et le mec il foutait 3 ou 4 doigts dans le sein de la bonne femme, et il rentrait carrément dans le sein, et il a retiré un truc rond, un kyste, et après ils l'ont montré aux caméras pour dire non, je l'avais pas caché dans ma main. Et puis moi j'y croyais pas, mais quand j'ai vu ça, il est bien évident que la vidéo ne trahit pas. Je ne peux que croire. Et là, c'est vraiment, on voit bien que c'est vrai que la technologie actuelle on peut insérer des images virtuelles, mais là, c'est du vrai. L'image virtuelle aujourd'hui n'est pas assez performante pour vraiment donner une clarté, une réalité à des choses insérées à l'image. Donc là, c'est vraiment, je peux vous assurer, moi, je suis en même temps, c'est vrai que je m'intéresse énormément à ça, mais en même temps, je suis quand même, on va considérer que je suis cartésien et je suis rationnel sur des choses comme ça, pour vraiment regarder ça et faire attention à tous les vices cachés. Et là, sincèrement, c'est impressionnant. Et là, j'ai envie de dire autre chose, c'est que même moi qui suis cartésienne, à partir du moment où tu vois des choses que tu n'expliques pas et que tu ressens, c'est là que tu peux encore te poser tes questions. À la limite, ça suffit même plus d'être cartésien, parce que c'est pas parce que tu vois ton stylo bouger que tu peux dire que c'est réellement un esprit, quoi. Enfin, petite parenthèse. Et par contre, avant de nous quitter, on peut peut-être conseiller aux auditeurs d'acheter le livre de Allan Kardec qui s'intitule Le Livre des Esprits, qui a été édité en 1857. C'est la Bible du spiritisme qu'on trouve dans les librairies ésotériques qui vendent des bouquins spécialisés là-dessus.
Et je pense que quand ils auront lu ce livre, ils auront compris beaucoup de choses au domaine spirituel, puisque c'est vrai que le fait d'en parler, c'est pas le tout d'en parler, mais il faudrait aussi s'informer avec vraiment des gens qui ont pratiqué, qui ont fait beaucoup de choses. Stéphane ? Une petite aparté, oui, je crois que le bouquin dont tu parles, il est à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque de Brest, la bibliothèque municipale principale. Donc Neptune étude, non, c'est ça? Non, étude. Étude, ouais, c'est ça, c'est Neptune. Neptune, c'est à... Non, Neptune, non, je t'assure, je vais assez souvent. Si, c'est Neptune, si, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez vous procurer le bouquin, bah, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque à Neptune à Brest, en ville. Si, je t'assure. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah je remercie Angèle d'avoir apporté son témoignage et d'être resté aussi tard, ma foi. Oui, mais t'inquiète pas, demain matin je ferai la grasse matinée. Contrairement à moi que je me réveille à 6h30 du matin. Moi aussi je ferai la grasse. Ils sont sympas, hein, ça c'est cool. Eh ben, on va pas plus déborder plus que ça, puisque il est bien entendu que le lit m'appelle et nous appelle tous. Chers amis auditeurs et auditrices, je vais dire un grand bonsoir. Merci à Églantine aussi d'avoir apporté son témoignage. Et je vous souhaite de beaux rêves, et de bien dormir sous ces lauriers. Et Ronan, bah également, je te souhaite un agréable grand voyage. Là, ça sera encore un autre domaine, et c'est vrai que c'est le domaine de la forme de l'état. 70, le deuxième était le...